Imaginez-vous debout, sous la chaleur écrasante du Colisée, en l'an 80. Le rugissement de 50 000 spectateurs vous frappe comme une vague physique, hurlant pour le sang et le divertissement. Vous baissez les yeux vers le sable doré de l'arène, déjà imbibé d'un pourpre sombre. Là se tient le vainqueur, un colosse musclé, haletant, la poitrine soulevée par l'adrénaline et l'épuisement. Dans les films populaires et les romans scandaleux, c'est le moment où l'empereur ou la foule lui offre une prisonnière tremblante en récompense de sa bravoure. Nous avons tous vu ces scènes où le héros rugueux s'empare de la femme impuissante dans la poussière, ou l'entraîne dans sa cellule pour des actes inavouables. Mais arrêtons-nous une seconde et posons une vraie question. Pensez-vous vraiment que les Romains, obsédés par la hiérarchie et l'ordre, auraient accordé un tel privilège à un esclave? La réalité de ce qui arrivait aux prisonnières et de la manière dont les gladiateurs interagissaient réellement avec les femmes est bien plus troublante, complexe et surprenante que n'importe quelle fantaisie hollywoodienne. La vérité ne parle ni de romance ni de gratification immédiate, mais d'un système brutal d'exploitation qui imprégnait chaque couche de la société romaine. Pour comprendre cette vérité choquante, il faut d'abord saisir ce qu'était réellement un gladiateur aux yeux d'un citoyen romain. Malgré leur célébrité et les foules hurlant leur nom, ils étaient légalement déclarés infâmes, des parias sociaux, privés de presque tout droit, au même rang que les prostituées et les fossoyeurs. Ils étaient une propriété, un investissement coûteux appartenant à un laniste qui contrôlait leur entraînement, leur régime et leur existence jusque dans les moindres détails. Un cheval de course ne choisit pas le trophée qu'il ramène après le derby. Un gladiateur non plus. L'idée qu'il puisse simplement revendiquer une prisonnière, propriété de l'État ou du sponsor des Jeux, est historiquement absurde. Alors, si le combattant victorieux ne gagnait pas la femme, que devenait celle traînée dans l'arène? Ici, l'histoire plonge dans le véritablement macabre. Ces femmes étaient le plus souvent des criminels condamnés, des prisonnières de guerre ou des esclaves ayant gravement déplu à leur maître. Elles n'étaient pas des prix, mais des victimes destinées à être exécutées de la manière la plus théâtrale et humiliante possible. Les Romains adoraient rejouer des mythes et utilisaient ces femmes comme accessoires jetables. On pouvait voir une femme déguisée en Dirce, attachée aux cornes d'un taureau furieux et mise en pièces sous les applaudissements fascinés par le réalisme. Parfois, elle participait de force à des mises en scène inspirées du mythe de Pasiphae, impliquant de véritables bêtes dans des actes trop grotesques pour être décrits. C'étaient des exécutions publiques conçues pour retirer toute humanité à la victime avant sa mort. Pour un gladiateur, intervenir ou s'approprier une de ces femmes aurait été une insulte directe à l'empereur et au spectacle de justice soigneusement orchestré. Cela ne signifie pas pour autant que les gladiateurs vivaient comme des moines. Ironiquement, bien qu'ils ne puissent réclamer des prisonnières, ils étaient souvent les hommes les plus désirés de l'Empire. Des graffitis découverts à Pompéi révèlent l'obsession des femmes romaines. L'un décrit le gladiateur Céladus comme celui qui fait soupirer les filles. Un autre appelle Crescent, combattant au filet, le médecin des filles la nuit, suggérant un type de guérison très précis. Voici le secret honteux de Rome. Les femmes nobles méprisaient publiquement ces esclaves, mais les fantasmaient en privé. De riches matrones payaient d'énormes sommes aux lanistes pour passer 1 heure avec un champion dans sa cellule. Le gladiateur n'était pas le prédateur, mais le produit vendu par son proxénète à une cliente fortunée. Un renversement complet du cliché cinématographique. C'était lui qui était utilisé. L'obsession allait même jusqu'aux résidus physiques de la reine. Aussi incroyable que cela paraisse,
la sueur et la poussière raclée sur la peau d'un vainqueur étaient recueillies, mises en flacons et vendues comme cosmétiques de luxe. Les femmes achetaient ce mélange appelé gloios et s'en enduisaient le visage ou le mêlaient à leur parfum, persuadées que la vitalité du combattant les rendrait irrésistibles. Imaginez aujourd'hui acheter la sueur d'un boxeur célèbre pour en faire une crème. Cela montre l'ampleur de la superstition et de la frénésie sexuelle autour de ces hommes. Revenons pourtant aux prisonnières, dont le destin croisait parfois celui des gladiateurs d'une manière plus sombre encore. Certaines étaient forcées de combattre comme gladiatrices. C'était rare, mais apprécié comme curiosité sous des empereurs tels que Domitien ou Néron. Un homme pouvait alors affronter une femme ou des femmes s'entretuer. Un spectacle de l'an 63 raconte même des Éthiopiennes livrées à des bêtes sauvages. Si un gladiateur combattait une prisonnière, son rôle n'était pas de la séduire, mais de la tuer efficacement pour satisfaire la foule. Hésiter était signe de faiblesse, et un faible survivait peu longtemps. Le public exigeait du sang. Le sexe importait moins que la qualité du coup fatal. Pourtant, une autre facette de leur vie contredit l'image de la bête solitaire. Beaucoup de gladiateurs, surtout les survivants expérimentés, avaient des épouses et des enfants vivant avec eux dans le ludus. Ce n'étaient pas des captives, mais des femmes de basse condition, souvent affranchies, ayant choisi de partager la vie d'un homme pouvant mourir n'importe quel jour. Des pierres tombales portent des inscriptions déchirantes. À mon cher mari, qui méritait une vie plus longue, érigée par son épouse aimante. Pour le gladiateur, la femme était un refuge dans un monde de violence chaotique. Il n'avait pas besoin de violer une prisonnière dans la poussière. Une famille priait pour son retour. Imaginez le poids psychologique de cette double existence. Le jour, machines à tuer, animaux, criminels, adversaires, sous les cris de mort. La nuit, pères et maris tentant de conserver une parcelle d'humanité dans une prison surveillée. La rumeur voulant qu'on leur offre des esclaves sexuels vient sans doute d'une confusion avec le butin de guerre. Les soldats pouvaient piller une ville conquise, mais un combat de gladiateurs n'était pas une guerre. C'était un rite religieux devenu sport, régi par des règles strictes. Donner des prisonnières à des esclaves aurait ruiné les profits du laniste. S'ils voulaient une femme, ils payaient une prostituée avec leurs gains. Oui, les gladiateurs recevaient une part des prix et certains devenaient riches. Meilleure nourriture, armure améliorée, compagnie féminine, mais une transaction, jamais un droit de conquête. L'aspect le plus choquant apparaît avec l'empereur Commode, qui aimait jouer aux gladiateurs contre des adversaires armés d'épées de bois. On raconte qu'il faisait amener les épouses de ses ennemis politiques dans les couloirs sous les gradins pour les violer pendant que les jeux continuaient. Cet abus impérial a sans doute nourri le mythe, mêlant crime du tyran et vie du combattant. En réalité, le véritable gladiateur menait une existence stricte et surveillée. Regardons la révolte de Spartacus. Quand lui et 70 gladiateurs s'évadèrent de Capoue, ils ne se mirent pas à piller immédiatement. Ils s'organisèrent et emmenèrent leurs femmes avec eux. Ces relations existaient donc déjà et survécurent à la guerre contre Rome, détruisant l'image du brute incapable d'aimer. Et les Vestales, ces femmes sacrées assises au premier rang, pouvaient sauver un gladiateur d'un geste, tout en jurant chasteté sous peine d'être enterrée vivante. Entre le combattant ensanglanté et la Vierge vêtue de blanc, régnait une tension symbolique. Lui incarnait la force sauvage et la mort, elle la flamme éternelle de Rome. S'il levait le doigt pour demander grâce, il regardait vers elle et vers l'empereur, jamais vers une prisonnière. Le pouvoir de vie et de mort
appartenait aux femmes de la loge d'honneur, pas à celle de la reine. Alors, la prochaine fois qu'un film montre un héros jetant une femme sur son épaule après un combat, souvenez-vous de la réalité. La femme de la reine était probablement à quelques instants d'être déchirée par un lion ou exécutée par l'épée. Le gladiateur, lui, pouvait être vendu pour le plaisir d'une femme qui le méprisait en public, et la sueur sur son front valait plus pour la foule que son bonheur ou sa liberté. L'arène romaine n'était pas un lieu de conquête romantique, mais une usine à mort où chacun jouait son rôle. La prisonnière mourait pour la justice de Rome, le gladiateur tuait pour sa puissance, la foule regardait pour confirmer sa domination. Cette réalité est plus terrifiante, car elle parle non de désir impulsif, mais de cruauté institutionnalisée. Elle nous oblige à voir les Romains non comme de nobles philosophes en toge, mais comme les architectes d'un système monétisant la souffrance humaine. Le gladiateur n'obtenait pas la fille, il possédait à peine son âme. L'histoire est moins romantique que la fiction, mais toujours plus saisissante parce qu'elle révèle la nature humaine. Après les clameurs du Colisée, venait un silence, celui de milliers d'âmes enfermées dans un cycle de violence, sans aucune place pour une fin hollywoodienne.